Avec tout ce qui se passe dans le monde, suivre l'actualité est essentiel. Pour faire le point sur la politique américaine, les nouvelles internationales et les sujets de l'heure, retrouvez Christian Latreille et nos journalistes. Sur le terrain, en semaine 16h, heure de l'Est, ici RDI. Nous sommes le mercredi 22 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres pour cette nouvelle édition d'À la Une. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous lever le matin puis d'avoir l'impression qu'on est une journée différente de celle que l'on vit. À tous les jours. Ah oui, moi j'ai vraiment une impression de mardi. Alors la semaine va quand même être un peu plus courte vu qu'on est mercredi. On dirait fallait que je le dise. Besoin de confidence. Oui, petite confidence ce matin. Véronique et Julie Jasmine sont en studio avec moi. Bonjour officiellement à vous deux. On va parler bien sûr des prévisions de la météo ensemble, Véronique, dans les prochaines minutes. Mais d'abord, il y a cette tempête tropicale. Oui. En ce moment, tempête tropicale qui pourrait devenir ouragan Mélissa et qui pourrait toucher possiblement dans les prochains jours Cuba, entre autres. Oui, entre autres, on garde un œil là-dessus. Mélissa, 13e tempête nommée dans l'Atlantique et la première à aller vers la mer des Caraïbes cette saison-ci. Donc ça, vraiment, oui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, là, les 12 tempêtes qu'on a eues ont toutes évité la mer des Caraïbes. Ça aurait été une première en 28 ans, là, si on avait terminé la saison sans tempête de ce côté. Mélissa semble dévier, donc s'en aller vers la mer des Caraïbes. Trajectoire, cependant, très incertaine. Elle se déplace vraiment lentement vers le nord-ouest, 85 km à l'heure. Les vents, on a quand même une veille de tempête tropicale qui est en vigueur pour la Jamaïque aujourd'hui. Et c'est à surveiller. Donc, Jamaïque, Cuba, République dominicaine, Haïti. Et Mélissa pourrait devenir ouragan à l'aube de la fin de semaine. OK, on surveillera ça, donc les développements dans ce dossier-là, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on voyait plus des tempêtes qui s'en allaient vers la mer. Donc, tout à fait, qui on frôlait un peu même les vers côtes. la France. Oui, ouais, tout c'est ça. ça. Et beaucoup de gens voyagent à cette période-ci de l'année. Oui, alors, c'est ça, exactement. Parfait. Alors, on va y revenir sur les prévisions de la météo un peu partout au pays dans les prochaines minutes. Julie Jasmine, vous serez avec nous pour les actualités culturelles, comme à tous les jours, un peu plus tard à l'émission. Et on va revenir sur ce film de Bruce Springsteen. C'est un film autobiographique. Oui, c'est un biopic, en fait, d'après un... Oui, c'est ça. Ça, c'est le terme bien à la mode. Oui, c'est ça. Alors, c'est d'après un livre qui est sorti en 2023 et là, on en a fait un film. Je suis allée voir ça hier parce que j'avais lu tout et son contraire dans les critiques. Ah oui, du très bon et du très mauvais. Exactement. Ah bon. Je me suis dit, je me dois d'aller me faire une tête. Alors... Quand on s'attaque au boss... C'est quand ça. même, exact. Il était très impliqué aussi dans la création, était sur le plateau de tournage. Alors, oui, puis il a fait partie de la campagne de promotion. Alors, voilà. Puis, qu'est-ce qu'on nous raconte là-dedans? C'est une période très précise de sa vie, assez sombre, merci. Oui, c'est ce que alors, je reviendrai. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ou me situe-t-il? Oui, parce qu'évidemment, lorsqu'on s'attaque à Bruce Springsteen, il y a beaucoup d'admirateurs de ce chanteur. Donc, ça peut effectivement décevoir certains qui pourraient avoir des attentes très élevé. Parfait, on vous retrouve un peu plus tard, Julie Jasmine. Olivier Pellerin vient de faire son entrée en studio. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, on va parler de sport. Allons-y. Puisque vous y êtes. Soccer, le CF Montréal, c'était le bilan de la saison hier. Une saison difficile pour le CF Montréal, il faut se le dire. Une saison douloureuse. Est-ce qu'il y avait du positif, quelques éléments positifs quand même à retenir lors de ce bilan de fin de saison d'hier? La beauté d'une saison douloureuse et difficile lorsqu'on gagne peu, c'est que c'est pratiquement un bilan perpétuel qu'on fait tout au long de la saison parce qu'on se demande ce qui fonctionne pas, ce qui pourrait être amélioré. C'est ce qu'on a fait un peu tout au long de cette saison. Observer les joueurs qui étaient en une sorte d'audition avec Marco Donadel, qui était entraîneur par intérim, qui a pris les rênes de l'équipe en début de saison, alors que ça n'a pas très bien été. Donc, pour lui, c'était un peu un test. Donc, tout le monde était un peu à l'essai au cours de cette saison. Puis hier, le bilan, ça a été que on doit passer un peu à autre chose. Et c'est assez facile de passer à autre chose, justement, lorsqu'on termine 13e, seulement 6 victoires au cours d'une saison, où plusieurs joueurs ont été blessés, du mouvement de personnel. Il y a eu cette fameuse lettre qui avait été envoyée, souvenez-vous, aux amateurs, avec ce changement de culture qu'on va amener au sein de l'équipe. Donc, on avait déjà un peu entamé ce bilan. Là, il s'est fait hier avec certains joueurs. Il y avait, entre autres, Samuel Piette qui était là, capitaine de l'équipe, et qui a parlé justement de cette mentalité que doivent avoir les joueurs et donc sa formation par rapport à cette saison, c'est-à-dire vite passer à autre chose et tourner la page. On l'écoute.
c'est le sport. Le sport, c'est pas garant de succès. C'est une année un peu plus difficile, mais je pense que dans une année difficile, il faut que tu en fasses certains apprentissages. Puis je pense qu'on a tous fait ça, autant nous les joueurs, la haute direction, l'entraîneur, le staff, etc. Donc c'est pour mieux repartir l'an prochain, mais tout ça pour moi est excitant. J'en ai vécu des saisons un peu plus difficiles ici au club. Donc je pense qu'il faut toujours être dans le milieu, never too high, never too low. Puis cette année, je pense en est une année où il faut être justement trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu, peut-être la respectabilité, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs aux partisans, c'est ce qu'on allait retrouver chez le CF Montréal. Je vous ai parlé de Marco Donadel comme intérim, il ne l'est plus. Le club a confirmé que Marco Donadel sera de retour avec l'équipe, mais comme entraîneur-chef. Donc, on n'aurait rien intérim à côté de son nom. Et d'ailleurs, donc les joueurs étaient présents hier, certains ont fait des bilans. Aujourd'hui, ce sera justement Marco Donadel, mais aussi Luca Saputo, directeur principal au recrutement et méthodologie sportive, qui seront devant les médias pour expliquer un peu leur mentalité pour la prochaine saison et ces orientations qu'on voudra donner en vue de la prochaine saison. C'est probablement aussi pour attirer un peu ou garder les courageux spectateurs et partisans qui sont demeurés avec l'équipe malgré une dure saison. Le Canadien part pour un voyage dans l'Ouest, notamment premier arrêt Calgary, et d'ailleurs, il y a eu des rappels en vue de ce voyage. Joshua Roy et le défenseur Mark Delgaizo, on a parlé de ses blessures chez le Canadien, entre autres Patrick Laine, Kirby Dach qui sont sur la touche, Kaden Goulet aussi, donc on a fait des rappels. Joshua Roy, peut-être comme police d'assurance, parce que hier, Kirby Dach était de retour à l'entraînement. On dit qu'il sera de retour aussi dans ce voyage. Ça débute ce soir, oui, contre les Flames de Calgary, mais il y aura de bons défis aussi, entre autres contre les Oilers d'Edmonton et un certain Connor McDavid, qui a d'ailleurs marqué son premier but hier dans la victoire face aux Sénateurs d'Ottawa, une victoire de 3-2. Donc, des bons défis. Un parcours sur la route aussi. Il y a un bon début de saison, mais est-ce que ça tiendra dans l'Ouest canadien et américain parce qu'il y aura un match aussi contre le Kraken? Donc, quelques défis. Déjà, l'infirmerie qui trouve des joueurs. On espère que ce ne sera pas trop long. Mais donc, des premiers défis pour le club de Martin Saint-Louis cette année. Merci beaucoup. Un plaisir. Bonne journée. À vous aussi. Alors oui, ce système Mélissa, cette tempête tropicale qui pourrait toucher les Caraïbes, on va surveiller ça, mais chez nous, ça ressemble à quoi, les prévisions de la météo? Je dirais une tendance à la grisaille qui se poursuit, un risque d'orage cet après-midi, donc plutôt nuageux, oui, avec des températures encore confortables, 10-12 degrés, un vent du sud-ouest quand même une vingtaine de kilomètres à l'heure. Donc ce matin, assez nuageux, 40 % c'est la probabilité d'averse, mais à partir de la mi-journée, là, on a quelques précipitations qui vont s'installer avec un risque d'orage. Donc, évidemment, les quantités vont varier. Si on attrape un orage, c'est certain qu'on en aura un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, c'est moins de 10 mm pour la journée d'aujourd'hui. Averse qui devrait s'estomper la nuit prochaine. Des températures qui varieront entre 5 et 8 degrés. Demain, plutôt gris. Quelques millimètres à peine, 2 à 4 millimètres possible, pas grand-chose, donc quelques petites gouttelettes ici et là. Des vents du sud-ouest un petit peu plus soutenus, températures qui varieront entre 8 et 10 degrés et ça va s'améliorer vendredi, lentement quand même. On commencera à avoir des éclaircies. On s'en va vers une fin de semaine qui sera fraîche. On retient 7 à 10 pour la fin de semaine, les températures, mais quand même, on verra de belles éclaircies au travers de ça, principalement au cours de la journée de dimanche, là. Donc, week-end quand même agréable, mais frais à venir. D'ici là, la grisaille se poursuit pour l'ensemble des régions. C'est la même chose vers l'Abitibi. Probabilité d'averse de 40 % seulement aujourd'hui, donc surtout des nuages, une dizaine de degrés. C'est du 9 à 12 degrés aussi dans tout l'est du Québec. C'est à partir de la mi-journée qu'on aura des précipitations vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Ça ira ce soir pour la Gaspésie. La Côte-Nord, un petit peu de bruine aujourd'hui, mais la pluie, c'est plutôt ce soir que ça se dessine. Encore pluvieux sur le nord de l'Ontario, surtout nuageux sur la portion sud. Quelques précipitations ce matin dans le secteur de Windsor, principalement à partir de la mi-journée pour la région d'Ottawa. Le beau temps se poursuit dans les prairies. Edmonton, Calgary, Regina, 12 à 14 degrés sous le soleil, 8 à Winnipeg sous un ciel variable. Et à Vancouver, il y aura ennuagement, mais on surveille plusieurs systèmes qui vont se succéder là, sur le sud de la côte de la Colombie-Britannique. Donc, on attend beaucoup de pluie à venir d'ici vendredi. Ça veut dire qu'on pourrait dépasser la centaine de millimètres à Vancouver, jusqu'à 150 sur l'île de Vancouver, 200 millimètres au nord de Prince-Rupert. Donc, évidemment, des vents, des vagues. Avec ça, il y aura probablement des perturbations dans le secteur en ce qui a trait aux pannes de courant et aux traversiers. Merci beaucoup. Bonne journée, Véronique.
À la une des différents quotidiens ce matin, le Globe and Mail nous présente une photo des partisans des Blue Jays et nous parle de cette frénésie qui s'empare, entre autres, de la ville de Rennes. Si vous avez des amateurs de baseball autour de vous, vous sentez peut-être aussi cette frénésie. Il y a tout l'aspect commercial également, les retombées pour les commerçants. Hier, on voyait des files d'attente, des gens qui voulaient se procurer des chandails, des casquettes, bref, aux couleurs des Blue Jays. Donc, le Globe and Mail revient là-dessus. Tout comme à sa une, le quotidien nous parle de GM, General Motors, qui a décidé d'arrêter la production d'une fourgonnette électrique. Donc, un autre coup dur, peut-être, aux répercussions certainement de cette décision du gouvernement américain d'imposer des tarifs, mais également ce ralentissement dans le milieu ou dans le domaine de la construction des véhicules électriques. Ça fait la une du Globe and Mail de ce matin, qui revient également sur les élections municipales en Alberta. Et ça a été assez compliqué par endroits, long avant de connaître les personnes élues, notamment à Calgary et Edmonton. Bon, ça a été confirmé pour Calgary, mais des courses donc, qui ont été serrées, mais également une réforme qui a été adoptée en Alberta, et c'est les premières élections municipales depuis cette réforme, c'est-à-dire que le décompte des votes de façon électronique, c'était pas possible, donc ça a pris plus de temps, et on demandait également aux gens de présenter des pièces d'identité au moment de voter, et ça a eu comme effet, nous raconte le Globe and Mail, d'avoir à certains endroits, dans certains bureaux de vote, des files d'attente très longues de plusieurs heures. La première ministre, Danielle Smith, qui a réagi, ou en fait, c'est plutôt le ministre des Affaires municipales, Dan Williams, qui blâme les autorités locales qui ont organisé ces élections. Il estime que ces gens-là avaient eu du temps pour mieux se préparer, mais ça a été assez chaotique, donc vous pourrez lire ça dans le Globe and Mail de ce matin. La Presse Plus nous présente un sondage Somme réalisé pour le compte du quotidien. Les Québécois tournent le dos à Legault, peut-on lire en une. Ça va mal pour lui partout, essentiellement. C'est ce que l'on retient et c'est le titre de l'article de Tommy Chouinard. 43% des gens sondés pensent que François Legault devrait terminer son mandat, puis se retirer de la vie politique. 16 pensent qu'il devrait se représenter aux élections de 2026 pour solliciter un autre mandat. Donc, pas de très bons résultats pour François Legault. Satisfaction à l'égard de la performance personnelle de François Legault. 60% des gens, des répondants dans ce sondage se disent totalement insatisfaits contre 15% qui se disent satisfaits. Et dans ce même sondage, il y a également des questions sur la souveraineté qui ont été posées aux gens qui ont répondu. Vote en faveur de la souveraineté du Québec, 52% sont contre, 34% en faveur, 14% disent ne pas savoir et appui à un référendum sur la souveraineté du Québec lors du prochain mandat. 63% des répondants disent non, 27 disent oui, 10 ne le savent pas. Donc, résultat de ce sondage à lire dans la presse de ce matin. Dans le Devoir, 5 millions par kilomètre pour démolir une piste cyclable. Un hypothétique démantèlement de pistes cyclables à Montréal coûterait jusqu'à 5 millions de dollars par kilomètre selon le type d'infrastructure à démolir, selon ce qu'a appris le Devoir. Évidemment, il y a toute une série d'éléments à considérer lorsqu'on décide de démolir une piste cyclable. Et tout ça, c'est fait avec l'idée en tête que la candidate d'Ensemble Montréal, qui se présente donc à la mairie, Soraya Martinez-Ferrada, a décidé et a annoncé qu'elle allait mener un audit sur le réseau cyclable pour débusquer les pistes jugées non sécuritaires. Donc, le Devoir s'est prêté à cet exercice de démolition. Donc, 5 millions de dollars par kilomètre pour démolir une piste cyclable à lire dans le Devoir. Tout comme cet article qui nous parle du manque de CPE qui nuit surtout aux enfants qui sont défavorisés. Les enfants vulnérables provenant de milieux défavorisés sont ceux pour qui l'accès à un centre de la petite enfance peut avoir le plus de bienfaits à long terme. Ce sont pourtant eux, particulièrement à Montréal et à Laval, qui ont le moins de services actuellement. C'est ce que conclut la chaire de recherche en fiscalité et en finance qui dévoile un rapport aujourd'hui. Et le Devoir a pu le consulter en primeur, donc vous pourrez aller lire ça dans le Devoir. Journal de Montréal, nous, ça va peut-être faire, Journal de Québec aussi, ça va peut-être faire rêver les amateurs des Nordiques, nous présente des joueurs habillés aux couleurs des Nordiques de Québec. Évidemment, c'est l'Avalanche du Colorado, mais la Ligue nationale a décidé de faire revivre les Nordiques pendant 7 matchs. Donc, on verra les joueurs de l'Avalanche du Colorado porter les couleurs des Nordiques. Le journal qui nous parle également de 60 élus blâmés
officiellement, qui ont reçu un blâme, mais qui veulent être réélus ou qui ont déjà été réélus sans opposition. Donc, c'est une compilation du Bureau d'enquête de Québécois. 60 élus municipaux ayant reçu un blâme ou une sanction depuis les dernières élections se représentent pour un nouveau mandat et 17 d'entre eux ont été réélus faute d'opposants. À lire donc en une du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Sinon, Radio-Canada.ca, des élus conservateurs doutent du leadership de Pierre Poilievre. Ce sont ses propos sur Justin Trudeau et la GRC qui ont créé un malaise au sein des rangs conservateurs, analyse et certains éléments d'information avec des sources qui estiment que Pierre Poilievre a agi de façon irresponsable. Laurence Martin signe un texte ce matin en une du Radio-Canada.ca. Une mère de famille de Québec qui veut intenter une action collective contre des développeurs de jeux vidéo. Les montants réclamés pourraient s'élever à des centaines de millions de dollars. C'est Jean-Philippe Robillard qui est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Pourquoi cette mère de famille veut intenter cette action, veut voir autoriser cette action collective? Oui, on pourrait dire David contre Goliath, parce que la mère, elle prétend que les développeurs de jeux vidéo mobiles auraient recueilli et utilisé les renseignements personnels de son fils à leur profit. Sans autorisation, la demande d'action collective qui a été déposée au Palais de justice de Québec récemment, elle vise à indemniser tous les enfants de moins de 14 ans qui ont téléchargé une application de jeu mobile depuis 2015, c'est-à-dire au cours des 10 dernières années. La requête cible 44 développeurs de jeux mobiles, dont des géants comme Nintendo, Microsoft, Sega, Ubisoft et Roblox. Il y a 600 jeux vidéo mobiles qui sont visés. Si vous êtes parent, ça va vous dire quelque chose, comme Brawl Stars, Clash Royale, qui est assez connu, Candy Crush également. Et c'est une action collective, vous l'avez dit, mais encore faut-il qu'elle soit acceptée, qui pourrait amener à des indemnités qui pourraient se chiffrer à des centaines de millions de dollars. Donc, beaucoup d'enfants là, qui seraient touchés par ça. Là. Donc, c'est un document qui a été déposé en cours pour éventuellement une demande d'autorisation d'action collective qui reproche aux entreprises de jeux vidéo d'avoir contourné le consentement parental pour recueillir, dans le fond, des informations personnelles des enfants. Oui, c'est intéressant. C'est en faisant de fausses représentations pour échapper aux obligations qu'ils ont, ces développeurs de jeux vidéo, d'obtenir le consentement des parents. Selon la requête qui a été déposée, les données, là, que ce soit le nom de l'enfant, son adresse, son courriel et même son emplacement géographique, bien ça aurait été par la suite partagé à un réseau qu'on qualifie d'interrelié, de complexe, qui regroupait des compagnies affiliés, des fournisseurs de services, des partenaires également de marketing et des consultants. Et selon l'avocat dans ce dossier-là, celui qui représente la mère, ben, l'utilisation de ces données, ça pourrait avoir des répercussions à long terme pour les enfants. Et parmi les répercussions possibles, il y a bien sûr, on en a parlé hier, entre autres, là, avec Desjardins, ben, il y a, là, entre autres, le vol d'identité de l'enfant. Donc, un enfant pourrait découvrir là, plusieurs années plus tard, une fois qu'il sera un adulte, que ben, quand il était plus jeune, ben, il s'est fait voler son identité sans le savoir. Oui, et donc voilà pour cette action collective, cette demande d'action collective. Et je le disais, avant que ça puisse être plaidé devant les tribunaux, ça va prendre du temps. D'abord, ça doit être autorisé. C'est la première étape. Oui, effectivement, de la part de la Cour supérieure. Et il faut mentionner que les entreprises qui sont visées là-dedans, elles auront aussi l'occasion de présenter leurs arguments pour contester les allégations. Alors, il faudra voir. Mais pour le moment, il n'y a aucune audience là, qui est prévue là, pour l'instant dans ce dossier-là. On est vraiment à la première étape. Oui, la première étape. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio. Oui, on va parler de ce film biographique sur Bruce Springsteen dans les prochaines secondes. Mais commençons par le Louvre, le musée du Louvre. Non, il n'y a pas d'arrestation. Non. On n'a pas retrouvé ce qui a été volé. Non. Par contre, on peut de nouveau visiter le musée. Exactement. Après 3 jours de fermeture. Hier, c'était la fermeture hebdomadaire. C'est fermé à tous les mardis. Mais donc, mercredi, les portes sont ouvertes depuis tôt ce matin. Là. Alors, et on connaît maintenant la valeur des bijoux donc qui ont été volés. On parle de 144 millions de dollars canadiens.
canadien. Et la procureure de Paris a dit ceci durant les dernières heures. Ne pensez pas, en parlant aux cambrioleurs, qu'en les faisant fondre, vous allez gagner cette somme. Donc, c'est une espèce d'appel en disant, réfléchissez, parce qu'elle souhaite évidemment qu'ils ne soient pas détruits, ces bijoux-là. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la présidente directrice générale du musée va s'expliquer devant le Sénat pour savoir comment, finalement, les cambrioleurs ont réussi à voler le musée. Puis, l'enquête en coulisses se poursuit, bien sûr, et c'est une centaine d'enquêteurs qui travaillent sur le dossier. Alors, voilà pour le Louvre. Oui, ça va peut-être être des questions difficiles pour la présidente. Comment ça a pu arriver comme ça en plein jour? C'est franchement... Il paraît que les failles ne venaient pas de l'intérieur, les failles de sécurité. Là, on dit que tout ce qu'il y avait en lien avec les dispositifs de sécurité à l'intérieur, c'est vraiment au niveau de la voie publique, là, l'espèce de nacelle. OK. Alors, on verra ces explications plus tard aujourd'hui. Donc, revenons à ce film sur Bruce Springsteen qui plonge dans une période sombre de sa vie, de sa carrière. Ça va prendre l'affiche officiellement vendredi. Vous avez pu voir ça hier, vous. Springsteen, Délivrez-moi de nulle part. Alors, c'est un accouchement douloureux de l'album Nebraska, son premier album solo, donc sans son E Street Band. On est en 1982, puis ça, c'est 2 ans avant le fameux Born in USA. Hey Bruce, on peut tester le micro? Est-ce que ça sonne bien? Ah, ça a l'air pas mal. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Je veux qu'on sente que je suis tout seul dans la pièce. OK. Je fais un essai. On comprend que c'est pendant l'enregistrement de Nebraska. Là. Dans sa chambre, sur un 4 pistes, un Bruce tourmenté. Donc, ça donne un film tourmenté aussi, parce que c'est une étoile montante du rock. Là, ça commence, ces choses, bien sûr, mais c'est un moment où il réfléchit parce qu'il devient un transfuge de classe, mais aussi porte ses blessures de l'enfance. Il y avait un père alcoolique. Alors, voilà. Puis là, vous avez un très bon acteur qui s'appelle Jeremy Allen White, que vous avez vu peut-être dans la série The Bears, qui est vraiment très, très bon. Mimique, voix, et il chante pour vrai, d'ailleurs, les pièces dans le film. Alors ça, c'est du bonbon. Par contre, réalisation assez classique, pour ne pas dire convenue. Certaines longueurs, je dirais, puis surtout des dialogues assez embrouillés, parce qu'on a vraiment voulu raconter cette période-là qui est sombre. Alors, ma question, c'est est-ce que j'étais la bonne cliente pour ça? Je pense que je rejoins certaines critiques, notamment par rapport à ça, qu'il y a des grands moments ou des moments un peu plus décevants. Je pense que la moyenne des ours pourrait avoir de la misère à connecter quand on veut un Bruce vraiment là, qui brasse la cage et celui qu'on aime tant. Mais cela dit, c'est à voir. Alors, ça sort vendredi. Springsteen, Délivrez-moi de nulle part. Genre de film où je vais me faire mon idée. Je vais aller... c'est ce que j'ai fait. J'avais grand besoin. Voir ça, effectivement. Ça m'intéresse quand même comme démarche. Festival de jazz de Montréal a dévoilé hier les premiers noms de sa programmation, évidemment pour l'été prochain. Oui, et ce sont les spectacles en salle. Donc, vous pouvez acheter vos billets dès vendredi. Il y aura Flore Laurentienne d'ici, Dominique Fils-Aimé aussi. Et je vais vous parler de Pink Martini, ce collectif américain. Ils sont à peu près une 12aine sur scène. Ils viennent de Portland, en Oregon, roulent leur boss depuis à peu près, je dirais, pas très loin de 30 ans. Alors, ils seront en spectacle à la salle Wilfrid Pelletier le 3 juillet prochain. On va se laisser avec quelques notes, justement, de Pink Martini. Le temps de vous remercier, Julie Jasmine. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être avec nous le matin. Si vous voulez nous écrire à la une, @radio-canada.ca. Vos équipes du matin prennent le relais. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée, bon mercredi. Je ne veux pas travailler.